Alors, écoutez, bonjour à tous. On est ravis de vous accueillir dans ce webinaire sur la santé physique et émotionnelle en expatriation. Je suis Alban de Smart Traveler. Je connais certains d'entre vous. Il y en a plein que je ne connais pas non plus. Smart Traveler, nous sommes une agence installée à l'île Maurice, une start-up spécialisée dans l'accompagnement des expatriés dans leur installation sur notre île. Donc, on s'occupe spécifiquement des permis et des visas et de tout ce qui a trait à l'expatriation autour, donc le logement, les assurances, l'installation en général. J'ai moi-même été expatriée. Je suis franco-mauricienne, j'ai grandi en France, j'ai été expatriée en Irlande, notamment en Afrique du Sud, en Australie et je suis rentrée m'installer à l'île Maurice il y a 2 ans et demi pour partager également mon expérience avec les expatriés. Aujourd'hui, nous faisons donc ce webinaire sur la santé physique et émotionnelle en expatriation, accompagnée de Margot, notre invitée. Margot, donc, je vais te laisser te présenter plus en détail, mais tu es infirmière diplômée d'État, tu as fait de l'humanitaire et tu es également la fondatrice de ta propre agence d'accompagnement à l'expatriation qui s'appelle Expatez-vous. Et aujourd'hui, tu viens nous parler de ce sujet très spécifique qui est important pour l'ensemble de nos expatriés qui prévoient de s'installer ou qui sont déjà sur place ici à l'île Maurice. Donc je vais te Exactement. laisser te présenter et nous parler un petit peu aussi de ton expérience d'expatrié parce que c'est quand même de là que vient tout ton projet. Merci Alban. Bonjour à tous, je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Comme l'a dit Alban, moi je suis infirmière de formation et humanitaire aussi de formation. J'ai travaillé pendant 3 ans dans un service d'urgence à Paris avant de reprendre des études pour devenir chef de projet dans une ONG et toujours axé santé, puisque la santé c'est mon dada depuis des années maintenant. Je dirais pas combien de temps, parce que ça fait longtemps. Et c'est dans ce contexte-là que je suis partie 4 fois. Ma première expérience, c'était le Nicaragua pendant 6 mois, pendant mon stage de première année de master. Ça a été un vrai chamboulement pour moi, autant au départ qu'au retour. Et j'ai mis du temps à m'en remettre sur le plan émotionnel, justement. Ensuite de ça, dans l'ONG avec laquelle je suis partie, j'ai fait 1 an en Irak, 1 an au Nigeria. J'ai ensuite travaillé 1 an en France, dans les bidonvilles d'Île-de-France. Et j'ai fini par 1 mois en Colombie, juste avant le Covid. Et je suis revenue avec cette idée que, en fait, au début, le constat était de se dire que les humanitaires n'étaient pas très bien accompagnés au retour, surtout. Et puis en réfléchissant et en faisant un constat plus large, le retour et le départ, parfois il y a des manquements. Et puis en élargissant un peu la cible et en ne restant pas que sur les humanitaires, je me suis rendu compte que c'était des sujets qui revenaient beaucoup chez toutes les personnes qui partaient vivre une expérience à l'étranger, quelle qu'elle soit, que ce soit des salariés, des familles, des conjoints, des couples, des volontaires, des bénévoles, des étudiants. Toutes ces personnes-là vont vivre les mêmes processus et les mêmes difficultés à plus ou moins intensité, plus grande intensité ou durée. Et donc, je me suis dit, ça, c'est que des histoires de santé. La santé, c'est ce qui me plaît le plus au monde. Et prendre soin des gens, on peut le faire d'une autre façon. On peut décider que les moments de transition, qui sont des gros moments de chamboulement d'un pays à un autre, que ça soit un départ vers l'étranger ou un retour vers la France, peuvent être mieux accompagnés et on peut donner une place pour que les gens ne soient pas seuls et ne se sentent pas complètement décalés. Et c'est comme ça qu'est né Expatez-vous, qui accompagne les Français qui partent à l'étranger ou qui reviennent en France, en se focalisant essentiellement sur les sujets de santé, physique, morale, sociale, on en reparlera juste après, avec un aspect d'organisation en fonction du contexte dans lequel ils partent, pour allier le côté pratique et le côté réflexion. Et c'est ça qui est hyper intéressant et qui est hyper complémentaire de ce que nous faisons chez Smart Traveler, parce que nous, on a tout cet accompagnement administratif, donc qui est très humain, hein, très personnalisé aussi, mais on n'a pas cette expertise, et donc tu es notre experte pour ça, sur l'accompagnement santé, émotionnel, social. On peut donner quelques clés, mais on les a pas toutes. Donc c'est pour ça qu'on est très heureux aujourd'hui de te recevoir. Alors j'invite tous ceux qui viennent de nous rejoindre encore à vous présenter en commentaire, à ne pas hésiter de nous dire d'où vous venez, quel est votre projet d'expatriation. Et surtout, ne pas hésiter à poser vos questions en commentaire pour nous permettre d'y répondre à la fin de ce webinaire. Il y aura un temps qui sera accordé aux questions-réponses avec Margot.
Alors, Margot, on va entamer du coup, merci pour cette introduction. On va entamer tout de suite sur nos premières questions. Alors, l'île Maurice, il faut comprendre, est quand même souvent choisie pour une première expatriation. C'est ce qu'on remarque beaucoup au sein de notre communauté. Pour autant, certains en sont déjà à plusieurs expatriations. Alors, est-ce que toutes les expatriations se ressemblent? Et est-ce qu'il est plus simple de s'expatrier lorsqu'on l'a déjà fait une première fois ou pas nécessairement? Est-ce que chaque expatriation a ses propres challenges? Alors, la première question, est-ce que toutes les expatriations se ressemblent? Bien sûr que non. Dans deux aspects différents. Il y a l'expatriation de Monsieur D ne va pas ressembler à Madame L, même s'ils partent au même endroit, dans les mêmes conditions, juste parce que vous êtes différents et que vous n'allez pas vivre les choses de la même façon. Et ensuite de ça, chaque pays a son lot d'obstacles, de difficultés, de motivations, de choses belles à découvrir. Et donc, ça fait en sorte que chaque expatriation va être différente. Et c'est pas parce qu'on a vécu déjà une première expatriation que la deuxième va y ressembler trait pour trait. Par contre, est-ce qu'il est plus simple de s'expatrier quand on l'a déjà fait? La première fois, c'est l'inconnu, c'est la peur, c'est l'appréhension de tout ce qu'on ne connaît pas. Donc forcément, on va peut-être miser un peu plus sur la préparation au départ parce que tout est à découvrir et on peut rarement anticiper ce qu'on ne connaît pas. Ça, c'est sûr. Et si on se réexpatrie après, en fait, même si on ne l'a pas préparé, on va avoir engrangé un certain nombre de process de façon inconsciente qu'on va pouvoir remobiliser à chaque expatriation. Soit on en a conscience, soit on n'en a pas conscience, mais on va aussi acquérir certains réflexes. Et donc, il n'y a pas de bon moment pour préparer un départ, ça peut être fait à chaque fois, mais on va aussi acquérir des réflexes au fur et à mesure, et si on l'a bien préparé une première fois, toutes celles qui vont suivre vont être plus faciles normalement. Donc effectivement, là, ce que tu me dis, c'est que la préparation est quand même indispensable. Tu as partagé sur ton compte Insta cette semaine une data qui est quand même hyper intéressante. Alors j'espère pas me tromper en la redisant. Tu me redis que c'était que 56% des expatriés regrettaient de ne pas s'être fait accompagner en amont de leur expatriation. Donc c'est dire à quel point c'est important, surtout lors de cette première expatriation, mais aussi toutes les autres parce que chaque expatriation finalement est unique. Et ces 56%, en fait, c'est même plus que ça, puisque dans la répartition des gens qui se préparent et qui ne se préparent pas, on a 36%, 34%, entre 34 et, on va dire 35% de gens qui se préparent, et on a 65% de gens qui ne se préparent pas. Et en fait, dans ces 65% de ceux qui ne se préparent pas, il y en a 56% d'entre eux qui regrettent ne pas l'avoir fait une fois qu'ils sont arrivés sur place. Donc on est au-delà de 56%, en fait. On est 56% de 65, ce qui fait un chiffre énorme. Et en fait, on réagit souvent comme ça. On se dit qu'on va pouvoir faire tout seul, on se dit qu'on a plein de témoignages, que ça ne devrait pas être si compliqué. Et comme je le disais, anticiper ce qu'on ne connaît pas, même avec des témoignages et même, j'irai avec une préparation, n'empêche pas que vous allez rencontrer des obstacles. Par contre, mettre des mots dessus, comprendre les process et savoir ce que vous allez vivre peut aider à traverser plus facilement. Donc oui, c'est un chiffre énorme de gens qui regrettent. Non, mais c'est extrêmement pertinent ce que tu me dis parce que nous aussi, on en voit beaucoup qui se disent mais je vais faire mon permis tout seul, je connais machin qui l'a fait, j'ai vu quelques commentaires, etc. Et en fait, de se rendre compte une fois sur place de la difficulté, parce que tout simplement, on ne connaît pas et on ne sait pas forcément ce qui nous attend. On ne peut pas tout savoir. Alors, écoute, peux-tu nous expliquer pourquoi il est si important de faire un bilan de santé physique avant un départ en expatriation, ce qui est quand même une de tes spécialités dans ton accompagnement? Comme je vous le disais, moi j'aborde tous les sujets de santé. Juste pour refaire un point très rapide, la santé, c'est physique, morale et sociale. Ce qui fait qu'il y a une trentaine à cinquantaine de sujets qui tombent sous le joug de la santé. Et parmi elles, il y a bien sûr la santé physique. La santé physique, c'est votre corps, comment vous en prenez soin. Est-ce que vous avez des traitements? Est-ce que vous avez un suivi médical particulier? Et comment vous prenez soin de vous pour que votre corps continue à fonctionner normalement où que vous soyez. Pourquoi il est important de faire un bilan de santé physique avant un départ? Parce qu'en fait, vous allez changer d'environnement. En changeant d'environnement,
vos petits interrupteurs personnels à l'intérieur de vous vont peut-être s'enclencher ou se désenclencher et provoquer des nouvelles réactions auxquelles vous n'avez pas, dont vous n'avez pas aidé, vous ne pouvez pas les anticiper, vous ne savez pas comment votre corps va réagir. Ça peut être une question de température, de chaleur, d'humidité, de nourriture, de sommeil, bref. Le fait de faire un bilan de santé avant de partir, ça permet d'avoir une base de départ. Ça permet d'être à jour dans ces vaccins quand on part dans une destination qui présente des maladies auxquelles on n'a pas l'habitude. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de pays où il y a des vaccins qui sont obligatoires pour rentrer. Et parce que votre corps n'est pas habitué à se défendre contre ces maladies-là. Donc, que vous soyez pro ou contre les vaccins, n'empêche que parfois le gouvernement vous demande de faire ce vaccin avant de rentrer. Il y a aussi le fait de faire le point sur votre suivi médical et votre bilan. Si jamais vous avez besoin de médicaments, si vous avez besoin d'un suivi continu, comment on assure cette continuité? Est-ce qu'on peut vous prescrire des médicaments suffisamment, en quantité suffisante pour tenir 1, 2, 3, 6 mois et ne pas avoir de problème avec ça? Il y a aussi le fait de voir le médecin pour recevoir une ordonnance et créer votre trousse de secours qui va être votre mini-pharmacie pour les premiers cas d'urgence et pour pallier ça dans les premiers temps. Et puis, ça vous permet, vous, de savoir où vous en êtes, en fait. De savoir avec quelle maladie vous partez pas, est-ce qu'il y a des contre-indications, à quoi il faut faire attention. C'est vraiment la base du prendre soin de soi. C'est où est-ce que j'en suis et vers où je vais. Ouais, c'est ça, c'est hyper important. Nous, on voit, donc tu le sais, Maurice est une destination qui est prisée par les familles, donc notamment avec des jeunes enfants, par les retraités aussi. Donc c'est vraiment un sujet qui est extrêmement important. On a beaucoup de chance à Maurice parce qu'on a un système de santé solide, on n'a pas de maladies graves, il n'y a pas de vaccins autres que ceux qui sont recommandés en France et obligatoires pour les nourrissons. Mais c'est quelque chose qui est extrêmement important à prendre en compte parce que tout n'existe pas non plus à Maurice, donc il faut bien se renseigner en amont et ce type de bilan est indispensable. Et puis ça peut aussi vous orienter sur quel genre de protection vous allez à laquelle vous allez souscrire pour savoir ce qui est adapté pour vous. Parce que sachez que la question de l'assurance. Exactement. Si vous souscrivez à une assurance trop tard et qu'il vous est déjà arrivé quelque chose, vous ne serez pas couvert pour ça. Donc, ça vous permet de savoir ce qui peut être couvert, ce qui ne peut pas être couvert et de prendre les mesures en conséquence derrière. Ouais. Sur le sujet des assurances, ça c'est un sujet qui est extrêmement important. Je vous invite, si vous êtes intéressé par ça, à lire nos articles sur le sujet par rapport à Maurice, qui est possible quand vous êtes français, quand vous l'êtes pas, etc. C'est souvent compliqué d'ailleurs ce sujet-là pour les Français parce que il y a la sécurité sociale en France, elle n'existe plus à l'étranger. Comment fait-on? Mais c'est un autre sujet. Donc je vous invite vraiment à soit poser vos questions dans le chat pour que Anaïs ou un membre de l'équipe puisse y répondre, soit aller directement sur notre site, notre blog, pour avoir des réponses sur ces questions-là. Une bonne préparation émotionnelle est aussi indispensable. Ça, c'est aussi une de tes spécialités et c'est quelque chose qu'on aborde très peu finalement. Nous, on entend parfois en appel des gens qui nous disent il faut que je prépare ma famille, j'ai des ados, ça c'est un petit peu plus difficile, etc. Enfin bref, ça on va en parler plus en détail après, mais la préparation émotionnelle est aussi indispensable. Quels sont les défis que tu vois et que rencontrent les futurs expatriés dans ce domaine? En termes de préparation émotionnelle, et on peut l'appeler aussi mentale, morale, c'est tout ce qui touche un peu au bien-être dans sa tête, qui est une composante essentielle de la santé. Si celle-là n'est pas équilibrée comme les autres, vous n'allez pas bien. Et on en revient à ce que je disais au début, anticiper ce qu'on ne connaît pas, c'est compliqué. Et en général, les sujets sur lesquels on se laisse surprendre, ils sont d'ordre très abstrait, très émotionnel, parce que on sort de sa zone de confort et on se met au défi de la nouveauté. Soit on y est habitué et on se connaît un petit peu, on sait comment réagir, mais changer de pays et changer de vie, c'est un énorme défi. C'est le premier défi qui existe. Les déménagements, c'est la 3e source de stress la plus importante dans une vie. Alors imaginez un déménagement à l'étranger. Il y a tout un tas de paramètres que vous ne maîtrisez pas. Et en fait, dans cette préparation émotionnelle, on va venir questionner les différents process que vous allez rencontrer. On va questionner vos réactions, vos besoins, vos ressources.
tout ce qui fait que vous allez pouvoir maintenir cet équilibre émotionnel et mental sans avoir besoin de quelqu'un d'autre. C'est vous avec vos propres ressources. Dans les expats que j'accompagne, les défis, c'est très souvent de la peur de ce qu'on ne connaît pas, justement, la peur de ne pas s'adapter, la peur de ne pas gérer la distance avec les proches, la peur de manquer, enfin, que la France nous manque ou qu'on n'arrive pas à s'intégrer sur place. Tous ces défis-là, ils sont très difficiles à prendre en main, ils ne sont pas concrets, c'est pas une ligne sur la checklist. Et donc, c'est aussi entamer une réflexion de je me connais, à quel point je me connais, et dans ce cas-là, si jamais on rencontre un gros défi, qu'est-ce qu'on fait? Et moi, je sers à ça de poser en fait les défis qui peuvent être sur le chemin et de savoir comment est-ce qu'on y répond, quelle boîte à outils on a pour y répondre et pour se préparer au mieux, quoi. Eh bien, justement, sur ce sujet, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Comme je vous le disais tout à l'heure, on prendra un petit temps de questions-réponses avec Margot. Donc, si vous avez des questions plus spécifiques à laquelle elle pourrait répondre, n'hésitez pas à le faire dans le chat. Mais effectivement, c'est indispensable cette préparation émotionnelle et quand bien même, et nous on le voit avec des expatriés, on parle français à Maurice, donc on se dit tout est simple, mais en fait il y a une différence culturelle aussi, il faut avoir une ouverture d'esprit, il faut être prêt à changer ses habitudes, donc ouais, merci pour ce point Margot. Je dirais que, notamment comme exemple l'île Maurice, et c'est le cas de beaucoup de pays francophones, ça c'est un gros défi que rencontrent les expats et que sous-estiment beaucoup les futurs expats, c'est de se dire ça va ressembler à ce que je connais parce qu'on parle la langue et parce que je suis déjà partie en vacances sur une île. Sauf que là, vous êtes dans un environnement à l'île Maurice où c'est une multiculture, parce que c'est même pas une culture, c'est une multiculture très différente. Vous êtes dans un état d'esprit qui ne sont pas des vacances. Et en plus de ça, vous êtes face à des gens qui sont des insulaires et qui donc ont une façon de vivre complètement différente que quand on vit sur un continent. Et tout ça, c'est à prendre en compte et c'est à ne pas sous-estimer. Ouais, c'est exactement ça. Tu mets exactement les mots sur ce que nous, on rencontre au jour le jour avec les personnes qu'on accompagne. Alors, excuse-moi, ça allait un petit peu rapidement. As-tu quelques clés pour se préparer au mieux à l'aventure de l'expatriation? Parce que là, c'est le cas. On a parmi les gens qui nous écoutent aujourd'hui, des gens qui se préparent à l'expatriation, qui arrivent là cet été, juste avant la rentrée, d'autres qui sont déjà sur place et d'autres qui songent à leur expatriation un peu plus loin. Donc, quelles sont un peu, toi, tes clés? Alors moi, il y a plusieurs clés. Il y a des clés d'organisation sur lesquelles je suis sûre Smart Traveler vous accompagne très bien dans tout ce qui est préparation administrative, logistique et tout ça. Mais pour moi, c'est vraiment la première clé, c'est l'organisation avant et après la date de départ. Pour pas rajouter un stress à ce qui existe déjà. Surtout si là vous vous préparez à partir dans quelques semaines. Vous avez accumulé la fatigue de toute une année, plus la fatigue du déménagement et de ces préparatifs qui s'accélèrent. Donc, les clés, c'est bien cloisonner entre l'avant et l'après. Qu'est-ce qu'on peut faire avant, qu'est-ce qu'on peut faire après et comment on ne mélange pas ça. Donc, avec des outils, la checklist, le calendrier, tout ce qu'il faut pour que ça soit un peu carré. Ensuite, dans les clés pour se préparer au mieux, il y a tout le temps personnel que vous allez intégrer dans vos préparatifs. Comme on le disait, on sous-estime les sujets de santé et donc on a tendance soit à ne pas y penser, soit à ne pas à prendre le temps de les préparer. Bien sûr, il y a se faire accompagner pour ça parce que essayer d'imaginer ce qui va se passer, ce qui va se vivre tout seul, ça n'est pas évident. Mais en tout cas, vous pouvez déjà vous bloquer dans votre agenda, par exemple, des bulles, moi ce que j'appelle des bulles personnelles, où vous ne prévoyez rien. C'est-à-dire que en fonction de votre état de fatigue, votre état de motivation, ces bulles qui sont du temps pour vous et qui ne sont pas destinées à la préparation, aux préparatifs de départ ou à la vie quotidienne, sont un peu des zones de respiration. Et vous allez décider au moment où elles arrivent si vous voulez faire des choses dans cette bulle ou si vous voulez ne rien faire, ce qui est OK. Ça va vous aider aussi à penser à autre chose et à vous reposer
parce qu'en général, on s'oublie beaucoup dans cette préparation. Et en fait, moins vous prenez soin de vous, personne ne va le faire pour vous. Et en fait, si vous ne mettez pas du temps dédié à ça, c'est important, personne ne va le faire pour vous. Donc, les clés, c'est de l'organisation, mais c'est aussi savoir ce qu'il vous faut pour prendre soin de vous. Par quoi ça passe? Est-ce que ça passe par du repos, de la lecture, de la cuisine, du sport, une balade, un verre avec un ami? Tout ça, c'est des bulles de respiration. Il faut que vous en mettiez dans votre agenda. Et ensuite de ça, pour se préparer au mieux sur les aspects de santé, on va dire, émotionnelle et sociale, c'est à la fois de la discussion avec ceux qui restent et ceux qui sont déjà partis, trouver des gens qui peuvent témoigner, échanger, mais ne pas omettre les gens qui vont rester parce qu'ils font partie intégrante de votre projet. Ça peut vous paraître étrange, mais en fait, c'est le cas. Et de se renseigner à fond, de se documenter pour réduire le fossé entre ce qu'on imagine et ce qu'est la réalité. Voilà quelques clés que je peux vous donner. Il y en a plein d'autres, bien sûr, mais c'est en fonction des besoins de chacun et de là où vous en êtes aussi dans vos préparatifs. Bah, écoute, merci beaucoup. Et là, j'interpelle ceux qui sont passés par nos services parce que vous voyez à quel point c'est complémentaire aussi de ce qu'on fait. Donc vraiment cet accompagnement où nous, administrativement, on vous décharge de tellement de choses. Mais là, vous voyez à quel point Margot touche à des sujets qui sont hyper importants d'organisation personnelle, émotionnelle vraiment. Et puis, comme tu dis, tout ce qui a trait à se laisser du temps, etc., qui sont vraiment de l'ordre de ta spécialité et qui permettent d'assurer une expatriation le plus sereinement possible. Donc ça, c'est quand même hyper important comme point. Et ça marche aussi bien dans la vie quotidienne, de se mettre ses bulles de respiration et de s'organiser dans son planning que dans des préparatifs. Mais dans les préparatifs, on est sur un niveau de stress et de charge mentale qui est doublé. Et donc, c'est d'autant plus important. Mais si vous le faites déjà dans votre vie quotidienne, il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Par contre, il y en a beaucoup qui ne le font pas déjà dans leur vie quotidienne. Et donc, c'est là où je vous invite à faire quelques prendre le temps. aménagements. Effectivement. Mais alors, du coup, c'est vrai que ce sujet est hyper important et il est d'autant plus important, je pense, pour ceux qui arrivent accompagnés d'enfants, parce que là, c'est plus eux-mêmes seulement dont ils doivent s'occuper, mais ils ont toute une petite tribu dont ils ont la charge. Est-ce que dans les accompagnements que tu fais, tu te rends compte que les enfants et adolescents ont des défis qui sont propres à eux-mêmes et comment les accompagner en tant que parents dans cette transition, en fait? Alors bien sûr que les enfants et les ados ont des défis qui sont propres à eux-mêmes, notamment dus à leur âge et à où est-ce qu'ils en sont dans leur vie, dans leur changement, dans toutes les périodes de la vie qu'on traverse et qui nous font grandir. Le changement, c'est constant et quand c'est l'adolescence, c'est d'autant plus compliqué parfois d'instaurer un changement aussi énorme qu'un changement de pays. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en général, les plus flexibles, ce sont les enfants et les ados. Alors, les enfants plus que les ados encore, mais les enfants, on a tendance à beaucoup s'inquiéter pour eux. Mais si on pose des bases très claires de communication et d'intégration au projet, ça va vous paraître évident, bien sûr, dit comme ça, mais le nombre de parents qui planifient le départ sans vraiment intégrer leurs enfants, sans discuter de leurs peurs, de leurs appréhensions, de comment ils imaginent la vie là-bas et d'entendre vraiment ce qui les freine ou ce qui les effraie. S'il y a cette base de communication, en fait, les enfants, eux, vont être ultra flexibles. Ils vont apprendre la langue plus vite que vous si c'est une langue différente. Ils vont socialement se lier beaucoup plus vite. Et en fait, c'est vos peurs de parents que vous projetez sur vos enfants. Donc, ce dont vous avez peur pour vos enfants, c'est en fait vos propres peurs à vous qui se manifestent. Comment accompagner les enfants et des ados? Alors, c'est donc avec cette communication, c'est en laissant le temps aussi à chacun de vivre à son propre rythme ses préparatifs et ses changements. C'est pour ça que je conseille d'en parler bien en amont du départ, si c'est possible, pour que chacun ait le temps d'intégrer la news, intégrer le fait qu'il va y avoir du changement et de poser des mots sur ce qu'ils sont en train de vivre émotionnellement. Ça vous permet aussi, en famille, d'avoir un temps de partage sur tout ça
d'être bien sûr que chacun peut s'exprimer. Moi, ce que je fais dans mes accompagnements, c'est que quand je fais un accompagnement famille, il y a vraiment des sessions famille, tous ensemble, pour que chacun entende avec ses mots à lui ce que j'ai à dire sur certains sujets. Et puis après, on va organiser des sessions couple, des sessions ados, des sessions enfants, pour que les sujets soient adaptés. Ce qu'il y a aussi, c'est quand on est parent et qu'on impose en quelque sorte un changement comme ça, bah, il va y avoir des compromis à faire. Ça va être pas mal de négociations. Ça fait partie du changement. Mais prenez-le comme un jeu. Je parlais à une nana qui est partie en Thaïlande avec ses enfants et elle disait au moment de tout lâcher, eh ben, il y a ce jeu à mettre en place de OK, on va partir avec quelques affaires. Vous allez sélectionner les 10 trucs que vous préférez dans vos jouets, dans vos livres et tout. Le reste, on va essayer de le vendre. Et tout ce qu'on vendra grâce à vos jouets, ça sera votre cagnotte à vous pour vous faire plaisir une fois que vous serez sur place. Et ça devient un jeu, ça devient un jeu et ça devient un défi en fait de ah ouais, alors on va se séparer de ça, on peut donner des trucs. C'est aussi accompagner la prise de conscience de on peut donner, on peut vendre, on peut tout ça quoi. Donc il y a plein de choses à faire dans l'accompagnement, mais la base c'est vraiment communiquer et intégrer vos enfants dans ce moment qui est hyper important. Bah écoute, ouais, c'est vrai que ça donne quelques pistes déjà sur comment mieux les intégrer à ce projet. Je vous invite, tous ceux qui sont parmi nous, à poser vos questions dans le chat parce que dans quelques slides désormais, on passera aux questions-réponses. Donc n'hésitez pas à poser vos questions et en attendant, nous avançons. Donc il y a la préparation. Donc tout ce dont on a parlé, mais il y a aussi la vie sur place. Et on en a certains là qui nous regardent qui sont déjà sur place, avec peut-être éventuellement le choc culturel qui peut être important, le lieu de vie, tu en as parlé un petit peu avant, de cet aspect insulaire, parce que bah oui, l'île Maurice est une île qui est très très bien placée, mais c'est une île malgré tout, et c'est des lieux qui peuvent au début nous déstabiliser. Comment bien s'adapter une fois sur place? Quelles sont un peu les premières astuces ou les choses à mettre en place une fois qu'on est arrivé dans son nouveau lieu de vie? Alors, comment bien s'adapter sur place? J'insiste, hein, mais c'est aussi mon job et je vois beaucoup trop de gens qui se cassent la figure en arrivant. Ça se prépare bien sûr en amont. On parlait de cette différence entre projection, imagination, réalité. Ça, c'est une première chose. Ça va vous aider à recoller entre ce que vous imaginez et la réalité en vous renseignant un maximum sur ce à quoi ressemble la vie sur l'île et que le choc soit pas trop grand. Ça, c'est à faire en amont. En amont, on peut aussi discuter de ce que c'est que le choc culturel et bien comprendre chaque phase. Je crois qu'on va en parler juste après, donc je ne dévoile pas tout de suite. Comprendre chaque phase et quel état émotionnel renvoie à chaque phase pour se dire aussi qu'on n'est pas anormal et que c'est comme ça qu'est vécue l'expatriation dans la plupart des cas. C'est un processus par lequel passent tous les expatriés. Donc vous n'êtes pas des extraterrestres, vous n'êtes pas anormaux, mais si vous ne savez pas que ça existe, ça peut heurter très fort. Bien s'adapter sur place, pour moi, je recommande de le faire par étapes. C'est-à-dire que la première étape, c'est la semaine ou les 2 semaines d'arrivée. Vous allez poser vos valises dans un endroit qui est tout nouveau. Pour vous organiser au maximum, c'est bien de repérer les choses basiques pour se nourrir, dormir si vous avez un logement, c'est bien. La base de la base des besoins physiologiques. Voilà, boire, manger, dormir. On va dire que c'est ça. Et en fait, au fur et à mesure, votre quête de référence va changer, c'est-à-dire tous les repères que vous aviez de la France ou de là d'où vous venez doivent être reconstruits. Et pour ça, on peut s'imaginer qu'on est au centre d'une cible. Ça, c'est vous avec votre maison. Et qu'en fait, petit pas par petit pas, vous allez élargir votre cercle. Au début, ça va être le tour de votre maison, faire le tour du pâté de maison pour voir un peu, appréhender, repérer ce qu'il y a. Et puis après, on va élargir, ça va être le quartier. Puis après, on va aller se balader dans d'autres quartiers de la ville. On va aller voir ce bord de mer-là parce que ça a l'air d'être bien. Et au fur et à mesure comme ça, vous allez poser des repères sur ce qui va vous aider à constituer votre nouveau cadre de référence. Donc, vous allez engranger des infos au fur et à mesure, mais dans un espace sécurisé, puisque un petit pas à chaque fois un peu plus, ça reste raisonnable en termes d'insécurité. Ou alors,
demander à quelqu'un de vous aider, de vous accompagner ou de vous faire une visite touristique. Jouer aux touristes dans les premiers moments. De voir cet aspect de l'île sous le plan touristique, ça permet parfois de voir des choses que même les insulaires ne voient plus. Ah C'est ça, comme ouais, tout, ça on s'en c'est rend comme compte, partout. ouais, on s'en rend C'est compte comme partout. qu'effectivement. Mmh. Je pense qu'il y a des tonnes de Parisiens qui n'ont jamais vraiment visité Paris. Vous voyez, Mmh. on n'a pas tendance à faire du tourisme dans la ville où on habite au quotidien. Donc, Ouais. tout ça, ça sert à poser des bases et à créer un cocon. Pour moi, la première étape, c'est vraiment d'être bien chez soi parce que c'est là où on va revenir à chaque fois. Et si on est en sécurité là, on y est bien et ça nous rassure. La peur, elle vient de l'inconnu, mais aussi du sentiment d'insécurité. Donc, plus vous créez quelque chose dans lequel vous vous sentez sécurisé, plus vous allez être capable d'aller découvrir le monde et ce qu'il y a autour. Et puis après, c'est aussi se renseigner en amont s'il y a des réseaux, des groupes que vous auriez envie de rejoindre une fois que vous êtes sur l'île, en vous laissant le temps de vivre ces premières semaines où vous allez vivre la décharge émotionnelle, qui est un aspect qui peut générer de la fatigue très intense. Parce qu'en fait, tous les préparatifs vont s'affaisser d'un coup. Toute la fatigue, tout le stress vont se décharger d'un coup. Et donc, vous allez être KO pendant les 2-3 premières semaines. Ça, c'est normal aussi. Donc, voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui permettent de faire les premiers pas dans son nouveau lieu de vie. Ouais, et ça, c'est très vrai ce que tu dis parce que même moi qui suis revenue à Maurice, donc après des années, et c'est le cas de beaucoup de membres de la diaspora mauricienne, qui sont nés et ont grandi à l'étranger et reviennent à Maurice, on retourne comme des touristes et ce temps-là est hyper important pour réappréhender, on connaît plus personne, donc pour se refaire des amis et assez rapidement, on rencontre des expatriés qui sont aussi tentés par la découverte de l'île, des Mauriciens qui nous font connaître des lieux un peu plus, «intimes» entre guillemets, donc vraiment, ce côté par étapes, sans tout de suite se jeter sur tout ce qui existe, mais en prenant son temps, je trouve, est extrêmement pertinent. Et c'est les mêmes étapes quand tu reviens en France. Ce que tu disais Ouais, j'imagine. de jouer aux touristes quand on revient en France, c'est pas parce qu'on connaît qu'en fait on sait déjà tout. Et ça, c'est parfois assez français de se dire, bah non, mais moi je sais. Donc, et passer un peu au-delà de son propre ego en se disant, j'ai des choses à réapprendre. Et en fait, ça ne me fera pas de mal d'y aller pas à pas, quoi. De les réappréhender pas à pas. Exactement. Il y a plein de questions qui tombent. On vous invite à continuer à les poser. D'ici moins de 5 minutes, on passe aux questions-réponses et on continue d'avancer. Donc ça, c'est un sacré sujet. C'est un sujet qui est un petit peu tabou, mais qui est extrêmement important, je pense, d'aborder parce qu'on passe tous par là. Moi, la première, même en rentrant à Maurice, même si Maurice est aussi mon pays, etc., j'ai eu ce moment-là. C'est ce qu'on appelle la fameuse expérience de l'expat blues qui peut intervenir au bout de quelques mois. Enfin, tu vas nous repréciser ça. Généralement, on dit entre 6 mois et 1 an après le début de l'expatriation. Est-ce que tu peux nous expliquer ce concept, s'il est normal d'en faire l'expérience et surtout comment traverser cette période qui touche énormément d'expatriés? Tu peux même dire tout le monde, tous les Tout le expatriés. monde. L'expat blues, vous pouvez aussi l'entendre parler comme la phase du choc culturel qui s'appelle la confrontation. En fait, quand vous partez à l'étranger, vivre dans un nouveau pays, vous allez passer différentes phases. Des phases qui sont très similaires à la courbe du changement ou la courbe du deuil qu'on connaît, avec le déni, le choc, la dépression, la colère, enfin tout ça. En fait, vous allez vivre à peu près les mêmes émotions, mais sur un temps beaucoup plus long. Vous allez vivre cette première étape qui, comme on le disait tout à l'heure, est la phase un peu touriste de la lune de miel, dans lequel tout est beau, tout est rose, c'est hyper exotique, on est content, on est au soleil, machin, machin. Tout est chouette dans cette phase. Et elle laisse place derrière, comme n'importe quelle nouveauté quand c'est plus nouveau, à la phase de l'expat blues ou de la confrontation. Ça peut arriver au bout de quelques semaines, voire quelques mois. Je peux pas vous donner une date exacte parce qu'en fait, c'est propre à chacun et à sa capacité à rebondir. Mais c'est la deuxième phase et elle peut être assez longue. Et dans cette phase, vous allez vivre le contraire de la phase de lune de miel. Vous allez être dans le rejet et la colère. C'est normal. C'est une phase qui est normale. En fait, c'est le moment où vous vous rendez compte que vous n'êtes plus là en tourisme mais que vous allez vivre là.
et qu'il va falloir accepter tout ce qu'il y a de cette île, même les choses que vous n'aimez pas. Et en fait, c'est le moment où vous allez regretter votre décision d'être parti, c'est le moment où vous allez être en colère contre tout le monde, c'est le moment où les Mauriciens vont vous sortir par les yeux, c'est le moment où vous allez avoir besoin d'être dans votre coin et de ruminer tranquillement. C'est normal. Cette phase-là, elle peut faire peur parce qu'elle peut aller parfois jusqu'à la dépression quand on n'a pas bien préparé ça. Et du coup, elle déstabilise grandement. Parce qu'elle se dit, est-ce que ça dure toute la vie? Est-ce que toute mon expérience va ressembler à ça? Non. La troisième phase, c'est la phase de négociation. C'est la phase où votre colère s'est calmée, où vous ne regrettez plus d'être parti, mais où vous allez négocier avec vous-même le fait d'être entre deux pays. Vous êtes français, mais vous êtes aussi peut-être bientôt mauricien parce que vous aimez cette île et que vous y voyez vivre pendant un certain temps. En fait, le fait de vous dire qu'est-ce que je garde de la France, qu'est-ce que je garde de l'île Maurice, qu'est-ce que je rejette de la France, qu'est-ce que je rejette de l'île Maurice, c'est une négociation qui va venir en écho avec vos valeurs. Quelles sont les valeurs que vous défendez, que vous aimez, et quelles sont celles qui sont importantes à garder, et à quel pays elles correspondent. Est-ce qu'elles correspondent aux deux pays? Est-ce qu'elles correspondent seulement à un? Donc vous êtes en train de vous recréer une identité. C'est un peu inconfortable, mais vous êtes moins en colère et vous êtes plus capable de questionner les deux. Mais vous n'êtes pas encore complètement sûr. Et la dernière période, c'est la phase d'aisance biculturelle, il y a plein de noms, mais c'est la quatrième phase, où là, vous êtes capable de critiquer, avec des gros guillemets, on n'est pas là pour descendre chaque pays, mais de critiquer les systèmes avec un détachement émotionnel en disant, voilà, ce pays-là, il fait ça, ce pays-là, il fait ça. Moi, je suis des deux pays, j'ai intégré dans mon identité des aspects mauriciens, j'ai gardé des aspects français, et ça, c'est moi. Et en fait, c'est le moment où vous êtes bien dans vos pompes parce que vous savez que vous appartenez à deux cultures, que c'est votre identité, et qu'en fait, ça ne changera jamais. Et que c'est pas grave. C'est juste que vous grandissez différemment de l'éducation que vous avez reçue, vous affranchissez des opinions avec lesquelles vous avez été éduqué, et ça peut faire peur parfois. Cette phase-là, elle vient dans un temps beaucoup plus lointain, après une certaine durée d'installation. Mais vous êtes beaucoup plus tranquille et beaucoup plus ouvert à la discussion. Vous ne prenez pas tout personnellement comme si on attaquait vos deux pays, quoi. C'est vraiment une phase de plus de tranquillité et d'équilibre. Voilà. Donc, comment on traverse c'est vraiment la phase ce qu'on souhaite. C'est clairement. vraiment ce qu'on souhaite à tous nos expatriés, c'est de pouvoir atteindre cette phase d'équilibre sur Et le long parfois, terme. on trouve cette phase d'équilibre après être rentré. Quand ça prend trop de temps, on trouve l'équilibre en se disant « Ah ouais, j'ai gardé ça et j'ai gardé ça ». Comment est-ce qu'on traverse la phase de confrontation ou de expat blues? On reste pas seul, on trouve des ressources qui nous font du bien, et ça pareil, ça se travaille en amont. Savoir de quoi vous avez besoin dans telle ou telle situation, qu'est-ce qui vous fait du bien, d'identifier des personnes aussi ressources que vous pouvez solliciter pour pas ruminer dans votre coin, et surtout laissez-vous du temps et soyez indulgent avec vous-même. C'est entre autres les sujets et les conseils que je peux donner. Oui, je peux que soutenir ce que tu proposes parce que ayant été expatriée, étant rentrée en France, ayant été dans d'autres pays, c'est exactement ce qui se passe. Il y a une forme de petit deuil à faire à cette période-là, et en fait après on rechoisit pleinement et c'est encore plus beau. C'est encore plus beau, ça rend l'expérience. Combien de deuils on vit par jour en même temps? 120, jusqu'à 120 deuils on vit tous les jours au quotidien. Donc il y en a qui sont plus ou moins gros, il y en a qui sont plus ou moins rapides, mais ça fait beaucoup de choses à intégrer et à gérer en même temps. Très bien. Alors du coup, la question quand même principale, parce que c'est aussi ton métier, pourquoi se faire accompagner par un coach dans tous ces domaines que tu viens d'évoquer? Écoutez, je ne vais que répéter ce que j'ai dit depuis le début. Ça peut être un coach, ça peut être... alors moi, je ne suis pas coach, mais parfois on me met dans la case coaching, parce que c'est ce que les gens connaissent. Vous faire accompagner, on va formuler ça comme ça, avant de partir, c'est important pour toutes les raisons qu'on a évoquées jusque-là, de tous ces sujets qu'on ne trouve pas sur Internet et qu'on ne peut pas appréhender ou difficilement. Parce que moi, j'ai cette expérience et je me nourris aussi de l'expérience de mes clients, de leur retour, pour vous guider au mieux
dans les différentes choses à savoir, parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins et que si on calque aux 5 membres de la famille le même process, bah, ça ne va pas forcément marcher. Et puis parce que la nouveauté, ça crée des nouvelles réactions auxquelles on n'est pas préparé. Par contre, mettre des mots dessus et les anticiper, ça peut réduire le choc que ça peut provoquer par la suite. Donc c'est super, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est Mais de oui, contacter voilà, Margot venez voir. si jamais vous vous sentez dans ce besoin et même si vous le sentez pas, parce que c'est souvent ça en fait le sujet, c'est qu'on n'est pas certain d'avoir ce besoin-là avant de vraiment se faire Exactement. accompagner. Alors est-ce que tu as avant qu'on passe aux questions, donc j'invite ceux qui ont encore des questions à les poser dans le chat, est-ce que tu as un dernier conseil pour nos futurs expatriés ou ceux qui sont sur place déjà à l'île Maurice? Un conseil, je dirais éclatez-vous. C'est facile à dire, hein, mais c'est une expérience unique dans une vie. C'est un super projet. Donc ne prenez pas ça à la légère et par-dessus la jambe parce que une mauvaise préparation, ça peut vraiment bousiller votre séjour. Vraiment. J'ai beaucoup trop de retours de gens qui n'avaient pas préparé, qui se sont fait surprendre. Et franchement, ça vaut pas le coup de dépenser autant d'énergie et d'argent pour en plus derrière ne pas aimer son séjour et, et, et ne pas être bien pour le vivre correctement. Et Alors à en plus, savoir que on a Margot super pardon. professionnel pour vous accompagner, donc plus d'excuses, plus d'excuses. À savoir que Margot, en plus, tu as alors je vais les laisser découvrir, par la suite, on va leur envoyer le lien pour pouvoir prendre contact avec toi, mais tu as différentes formules, dont une formule coup de boost aussi sur place. Donc pour ceux qui se retrouvent dans ces difficultés-là, en ce moment même, qui nous écoutent, sachez que c'est pas perdu. Votre expatriation, peut toujours très bien se passer et se dérouler. Il faut pas juste hésiter à se faire accompagner, pour traverser, la difficulté que vous rencontrez peut-être. Le coup de Donc boost, c'est vraiment le petit moment où on a besoin de vider son sac. J'ai aussi développé une offre qui s'appelle l'offre au secours, justement pour les personnes qui sont arrivées sur place et qui ne se sont pas préparées et qui ne comprennent pas pourquoi ça se passe pas comme ils l'avaient prévu. On repose les bases, on reparle de tout ça et en général, les retours que j'ai, c'est à la fin, c'est j'aime mon expatriation et je comprends mieux pourquoi je vis tout ça. Canon. Bon, bah écoute, c'est super Margot. Donc tu as encore un petit peu de temps avec nous. On vous propose de prendre la parole. Donc il y a déjà un certain nombre de questions qui ont été posées. Je vous laisse poser d'autres en parallèle. À savoir que on me dit qu'il y a eu beaucoup de questions, notamment sur la partie assurance. Pour ça, on vous propose de faire un webinar dédié avec un expert en assurance. Ça permettra de répondre à toutes vos questions sur le sujet et ce, très prochainement. Donc restez connectés avec nous. Alors, on commence avec les questions. On a une première question d'Emmanuel. Quand on arrive, comment rencontrer d'autres expats facilement? Qu'est-ce que toi, tu conseilles généralement, Margot, pour se créer ce premier cercle d'amitié entre expatriés, tout simplement? Alors, vous avez plusieurs choses que vous pouvez faire avant le départ. Si vous avez Facebook, il existe très probablement un groupe Facebook du pays dans lequel vous partez qui regroupe les Français qui sont dans cet endroit. Ça peut être par ville ou par pays. Smart Traveler en a un, pardon, je me permets d'intervenir. Mais Smart oui, Traveler en a un et on vous l'envoie généralement. Donc, c'est Expat à l'île Maurice sur Facebook. N'hésitez pas, 4000 personnes sur ce groupe, c'est notre communauté. Donc, n'hésitez pas à le rejoindre pour poser vos questions notamment. Et pardon, Margot, je te laisse reprendre non, mais c'est la parole. exactement ça. C'est chercher tous les groupes qui existent de gens qui sont sur place ou qui ont été sur place, qui déjà pourront répondre à vos questions. Et puis, sachez que les Français, c'est un peu le seul pays qui se regroupe entre Français. Donc, ça dépend si vous voulez rencontrer des expats français ou des expats tout court. Moi, ce que je vous conseille, c'est, en plus, ça vous intègre localement, c'est de participer à des activités qui sont autour de chez vous. Chercher un office de tourisme, chercher, si vous êtes fait accompagner, demandez aux accompagnants ce qui existe et tu vois, Alban, elle pourra vous aider à trouver des groupes puisqu'elle les connaît tous. Mais en tout cas, via les réseaux, c'est possible de déjà connecter. Ensuite, vous avez les alliances françaises, vous avez les accueils. Je ne sais pas s'il y a un accueil à Maurice, ça ne m'étonnerait pas. Si. Voilà, donc ça, c'est les groupes d'expats français, mais ça peut déjà vous aider à connecter. Alliance française et accueil français dans le pays.
Il y a des groupes dans 180 pays dans le monde, donc vous devriez trouver votre bonheur normalement. Très bien. Écoute, merci Margot. On va prendre une autre question. Alors, une question de Vikash qui nous demande comment savoir si mes enfants ne s'adaptent pas. Quels sont les signes avant-coureurs d'un enfant qui a du mal à s'adapter? Alors, ça, c'est intéressant parce que ça peut être effectivement, il y a des signes qui ne trompent pas, mais si les signes ne trompent pas si on a été capable d'établir avant de partir quelles sont les habitudes de chacun. Moi, ce que je vous encourage à faire avant de partir, c'est de passer en revue un peu les habitudes de chacun. Chez vos enfants, à quelle fréquence ils mangent, est-ce qu'ils mangent beaucoup, et comment ils dorment, comment ils consomment leurs écrans, est-ce qu'ils font du sport, est-ce qu'ils parlent à des gens. Toutes ces petites choses du quotidien qui permettent d'avoir des interactions sociales, de se sentir bien et tout ça. Et en fait, en fonction des réponses que vous aurez données, c'est quelque chose que vous allez monitorer un peu au fur et à mesure du temps, voir s'il y a des choses qui ont vraiment changé drastiquement. Si votre enfant dort moins bien, s'il consomme plus d'écran, si à l'école on vous dit qu'il n'ouvre pas la bouche. L'exemple d'un papa qui pensait que son enfant s'intégrait très très bien, quand il posait les questions, tout allait bien à la maison. Puis un jour, il parle avec la maîtresse dans cette nouvelle école et la maîtresse lui dit que ça fait 3 mois qu'elle n'a pas ouvert la bouche. Et en fait, il ne se rendait pas compte. Donc, c'est aussi questionner les gens qui fréquentent vos enfants pour savoir comment ils réagissent et comment ils interagissent. Ces signes-là, en général, si vous connaissez bien vos enfants, ils ne trompent pas. Et c'est entretenir la communication un maximum. Faites des points. Ça peut paraître très scolaire ou très réunionnite aiguë, mais faites des points réguliers pendant votre expatriation, au moins pendant les 6 premiers mois, de est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des choses qui sont difficiles? Qu'est-ce que vous préférez? Le positif comme le négatif, les deux, pour que ça entretienne un dialogue et que ça soit pas dur. Et sachez que ce choc culturel que vous allez vivre en tant que parent, votre enfant va le vivre aussi, mais à des rythmes différents. Vous avez 3 enfants, ils vivront ça à 3 rythmes différents. Donc, il faut aussi être attentif à ça, tout en sachant que ce sont des passages obligés. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question, j'espère. Non, mais écoute, ça donne quelques bonnes clés, en tout cas, pour commencer à accompagner ses enfants de la bonne manière. On va prendre une dernière question, parce que le temps file. Question de Corinne, qui arrive bientôt, si je me trompe pas, à l'île Maurice. Quelles sont les principales caractéristiques de l'expatriation à Maurice, particulièrement? Alors ça, tu auras peut-être pas Margot, mais peut-être que tu peux en parler de manière plus insulaire, au plan culturel, émotionnel pour des Français. En termes insulaires, on va dire que culturellement parlant, c'est pas du tout le même état d'esprit, comme je disais un peu avant, que vivre sur le continent. Parce que l'accès à tout un tas de services, tout un tas de produits est différent. On va parfois avoir des produits qui sont beaucoup plus chers sur une île parce qu'il faut les importer. Donc ça, c'est des choses qui peuvent jouer sur votre morale si on n'a pas prévu en conséquence ou si c'est peu accessible, trop cher. Je parle de nourriture, par exemple, des choses dont on a l'habitude, qui nous font plaisir, mais que là, on ne peut pas se payer parce qu'un morceau de brie à 25 €, ça fait un peu cher le morceau de brie. Donc, ça, c'est un trait qui est très particulier par rapport aux îles. Et après, on sous-estime aussi beaucoup le climat qui peut jouer sur le moral. Plein de soleil, c'est bien. Parfois, ça peut être trop aussi. La chaleur, l'humidité. Quand on n'est pas habitué, ça peut vraiment jouer sur les émotions parce que on est plus fatigué, parce que peut-être qu'on n'aime pas transpirer, ou peut-être parce que c'est plus lourd, c'est plus pesant comme ambiance. Tout ça, le physique et le mental sont très liés et l'un peut entraîner l'autre. Donc, c'est des petites choses dans vos discussions avec les Français ou les expats que vous allez rencontrer ou avec qui vous allez être en contact. Posez bien vos questions là-dessus. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi à l'arrivée? Même si ça va pas forcément vous correspondre à vous, ça vous donne déjà des pistes sur quoi préparer ou sur à quoi être attentif.
Non, mais définitivement, et pour répondre de manière un tout petit peu spécifique aussi sur Maurice, il y a ce sujet donc que toi tu as évoqué là, effectivement. Nous, ce qu'on voit beaucoup et ce qu'on entend beaucoup, et on l'a déjà un peu évoqué dans ce webinaire, c'est le fait que beaucoup de francophones arrivent en se disant les gens parlent français donc c'est pareil. Et en fait, c'est pas pareil. On est dans une société à Maurice où il y a encore des communautés, donc c'est assez communautarisé, c'est assez conservateur aussi. Là, il y a une grande place qui est encore accordée à la religion dans les communautés, ce genre de choses. Et donc pour tout ça, pour des Français qui sont assez, enfin, ou des francophones assez sécularisés, il peut y avoir parfois une forme d'incompréhension de voir que les visions du monde sont différentes, quand bien même on parle français. Donc ça, c'est, je pense, un sujet culturel sur lequel il faut être assez ouvert d'esprit et ne pas croire que, effectivement, voilà, que la langue rapproche forcément, mais on peut évoquer plein de choses différentes avec une même langue. Et Elle donc du coup, facilite, ça c'est mmh, sûr, mais mmh, partez du principe que vous ne savez pas. Et mmh, moins vous savez, plus vous êtes ouvert. Sauf que dans notre peur de l'insécurité et de l'inconnu, on a tendance à beaucoup comparer. Et ça, vous allez le faire les premiers mois et après, vous allez arrêter. Essayez de le faire le moins possible. Bien sûr, vous allez comparer, mais ne comparez pas face à des Mauriciens. Comparez pour vous, mmh, mais pas forcément à haute voix parce que ça peut blesser aussi. On a l'impression bien que sûr. c'est moins bien, c'est mieux. On se sent un peu jugé, même si c'est quelque chose qu'on fait de façon assez automatique. Mmh. Un grand merci Margot. On va pas retenir nos auditeurs plus longtemps. C'était extrêmement intéressant. Moi, j'ai trouvé ça absolument passionnant parce que c'est des sujets que nous on aborde très peu finalement, vu qu'on est beaucoup plus sur la partie, comme on disait, administrative. Je rappelle pour ceux qui nous écoutent que chez Smart Traveler, on accompagne sur les permis, les visas, l'installation globale. Margot est une de nos expertes, donc elle fait partie de notre équipe d'experts qui travaille avec nous pour accompagner les expatriés. Vous pouvez donc prendre un premier rendez-vous gratuit avec Margot pour établir vos besoins avant qu'elle vous propose un accompagnement plus complet. L'équipe de Smart Traveler va mettre en commentaire de ce chat le formulaire de prise de rendez-vous avec Margot. Si vous la trouvez sur d'autres réseaux, vous pouvez aussi lui préciser que que vous l'avez connue via ce webinar et Smart Traveler. Margot se tient à disposition pour vous. Si vous avez des questions qui ont trait plutôt à l'expatriation à Maurice, on va également vous mettre une prise d'appel avec nous, donc avec l'équipe de Smart Traveler, en lien de ce webinaire que vous pourrez retrouver. Bien évidemment, on vous partagera à la suite le replay. S'il reste beaucoup de questions, on vous fera une FAQ. Et comme je vous disais, sur des questions qui reviennent régulièrement, donc là, il y en a eu beaucoup sur l'assurance, on vous propose un webinaire spécifique dessus avec un expert pour pouvoir avoir des réponses à toutes vos questions. Écoutez, un immense merci pour le temps passé avec nous. Et Margot, vas-y, je te laisse dire. Pardon. Et si jamais vous voulez des pistes de réflexion sur tout ce qui est préparation émotionnelle et personnelle, il y a pas mal déjà de pistes sur Instagram, sur l'Instagram d'Expatez-vous, si vous voulez. Suivez les réseaux de Margot, elle est sur Instagram, elle est sur LinkedIn. N'hésitez pas, de toute manière, on vous renvoie toutes ces informations. On l'a taguée sur tous nos réseaux, donc n'hésitez pas aussi à continuer de nous suivre pour la retrouver. Et on vous dit à très bientôt. Et un immense merci de votre participation à ce webinaire. Merci à tous. Au revoir.